On est ensemble pour le débrief. Et franchement, on va pas se mentir ce soir, on va pas faire semblant. Ce soir, j'ai le cœur lourd, les amis. Le cœur lourd. Parce que le Sénégal vient de se faire battre 3-2 face à la Norvège. Deuxième défaite en 2 matchs. 2 matchs, 2 défaites. 6 buts encaissés. 6 buts encaissés en 2 matchs de Coupe du Monde. Franchement, je vous dis pas que c'est une catastrophe parce que le mot serait trop fort, mais c'est une catastrophe. Restez avec moi jusqu'au bout parce qu'on a beaucoup de choses à se dire ce soir. Beaucoup. Et si la vidéo vous parle, si elle dit ce que vous pensez tout bas, lâchez le pouce bleu, les amis. C'est le référencement, c'est ce qui fait tourner la chaîne et ça coûte rien. Allez, on se lance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi juste vous poser une question très simple. Une question toute bête. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que le Sénégal a perdu 2 matchs consécutifs? Moi, j'essaye de me rappeler. J'essaye vraiment. Et franchement, je trouve pas. Parce que cette équipe, ces Lions de la Teranga, depuis leur titre de champion d'Afrique, depuis qu'ils ont fait cette CAN mémorable, depuis qu'ils ont hissé ce drapeau-là, on s'était mis à les regarder autrement. On s'était mis à y croire autrement. Et là, ce soir, après ce Norvège-Sénégal, on revient sur terre. Et la chute, elle fait mal. Mais bon, on va analyser, on va décortiquer. Parce que c'est ce qu'on fait ici. On est ensemble, on assume, on dit la vérité même quand elle fait mal. Parlons d'abord de la première mi-temps parce que si vous avez regardé ce match, vous avez eu peur. Moi, j'ai eu peur. Dès les premières minutes de jeu, la Norvège est entrée sur ce terrain comme si c'était chez eux. Comme si le Sénégal n'était même pas là. 3 corners en 2 minutes, les amis. 3 corners en 2 minutes de jeu. Moi, j'étais assis, j'essayais de rester calme, j'essayais de me dire, allez, c'est le début, ils vont se régler. Mais non, la réalité, c'est qu'on était déjà en difficulté avant même d'avoir commencé à exister dans ce match. Et dans ces moments-là, vous savez ce qui nous a sauvés? Ce qui a évité que ce soit une humiliation totale dès la première demi-heure, c'est Edouard Mendy. Voilà. Je vais pas chercher midi à 14h. Mendy a fait des arrêts ce soir qui méritent d'être vus et revus. Sur une tête à bout portant en début de match, il réagit, il sort le bras, il repousse. Sur une frappe de regard, un contrôle de l'extérieur du pied qui était presque parfait, Mendy est sorti vite, il a fermé l'angle. Franchement, si c'était n'importe quel autre joueur qui avait ce ballon-là à la place d'Ødegaard, on prenait un but dès la 7e minute. Heureusement, c'était Ødegaard et pas Haaland. Heureusement. Parce que Haaland, il transforme ce genre de situation les yeux fermés. Et là, on était à 2-0 avant même la mi-temps. Et là, c'était une autre conversation qu'on avait ce soir. Mais Mendy a fait ce qu'il avait à faire. Et pendant qu'il sauvait les meubles, le reste de l'équipe était à la traîne. Et il y a un homme, ce soir, sur lequel je vais devoir m'attarder. Un homme que j'ai beaucoup de respect pour. Un homme qui a porté ce maillot avec fierté pendant des années. Kalidou Koulibaly. Les amis, je dis ça avec tout le respect que j'ai pour lui, avec toute l'admiration que j'ai pour sa carrière. Mais ce soir, Koulibaly n'était pas là. Koulibaly n'était pas là. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une question de mauvaise foi. C'est pas une question de chercher un bouc émissaire. C'est simplement ce que les yeux voient. Il est impliqué sur les 3 buts norvégiens. 3 buts. Sur une passe en profondeur, il arrive trop tard, trop lentement. Sur le 2e but, je ne vais pas vous décrire la scène parce que vous l'avez vu, vous savez ce qui s'est passé. Il perd un ballon dans une zone où on ne peut pas se permettre de perdre un ballon. Un joueur de son expérience, un joueur avec ses années en Serie A, en Premier League, un joueur qui a tout connu, qui a tout vu, il fait cette erreur-là. Et Pedersen, le remplaçant norvégien qui était rentré à peine 13 minutes avant, Pedersen ramasse le cadeau et il ne se fait pas prier. Il frappe. But 2-0. Les amis, dans le foot, c'est ce qu'on appelle un cadeau empoisonné. Sauf que là, c'est nous qui avons offert le cadeau et c'est eux qui l'ont empoisonné. Et ça, c'est inacceptable à ce niveau. Je l'ai dit la dernière fois et je le répète. On gagne ensemble, on perd ensemble, on souffre ensemble. Je ne vais pas venir ici distribuer des coups de pied à des joueurs qui portent ces maillots et qui donnent tout ce qu'ils ont. Mais je vais vous dire la vérité. Koulibaly, en ce moment, depuis le début de cette Coupe du Monde, il n'est que l'ombre de lui-même. L'ombre. Et ça commence à coûter cher, très cher. Allez, on est à la mi-temps. Score 1-0 pour la Norvège. Ça aurait pu être 3-0. Mendy nous a maintenus en vie. Et en 2e mi-temps, le Sénégal revient. On se dit que ça va changer. On espère. Et offensivement, il y a quelqu'un qui a répondu présent. Ismaël Sarr. 2 buts.
2 buts sur lesquels il a été propre, décisif, efficace. Et franchement, après son match raté, face à la France, où il a eu des occasions, là, il se rattrape bien. Quand tu regardes ses buts, tu vois un joueur qui joue simple, qui joue juste, qui met le ballon où il faut. C'est le Sarr qu'on veut voir, c'est le Sarr qui peut faire la différence. Mais voilà. 2 buts de Sarr, ça donne 3-2 au final. Pourquoi? Parce que entre les 2 buts sénégalais, il y a encore une erreur défensive. Il y a encore une relance approximative, une ligne défensive qui se fait surprendre et Haaland. Non, je vais corriger. Et le buteur norvégien s'engouffre dans l'espace et c'est 3-1 avant qu'on revienne à 3-2 à la 93e. Trop peu. Trop tard. Le scénario idéal pour se faire peur est rentrer les mains vides quand même. Passons au milieu de terrain parce que là aussi, il y a des choses à dire. Papa Gueye, mon gars, franchement, je l'adore ce joueur. Je l'adore. Mais ce soir, j'ai pas vu le gars qui bouscule, qui récupère, qui casse les lignes. J'ai pas vu le gars qui monte, qui redescend, qui est partout. Celui que je connais, c'est un milieu qui mange du kilomètre. Ce soir, il a été discret. Trop discret. Et dans un match pareil, quand ta défense est en difficulté, tu as besoin de ton milieu pour filtrer, pour protéger, pour sortir les ballons proprement. Ce soir, ça n'a pas été le cas. Lamine Camara a essayé. Il a essayé. Mais entre essayer et réussir, il y a un monde. Et dans ce monde-là, c'est Ghana qui tirait le mieux son épingle du jeu. Défensivement, offensivement, quand il fallait remonter le ballon, c'est lui qu'on voyait le plus. Mais un seul joueur ne peut pas porter tout un milieu de terrain. C'est impossible. Alors oui, les statistiques disent qu'on a eu plus de possession que la Norvège. 58% environ. On a eu plus de touches dans leur surface. On a tenté plus de frappes. Mais les expected goals, les 6G comme on dit maintenant, les 6G disent 1, 70 pour nous et 2, 10 pour eux. Et cette différence-là, elle est énorme. Elle est énorme. Parce qu'elle dit exactement ce qui s'est passé sur le terrain. On a eu le ballon, mais on n'a pas été dangereux. Eux, ils ont eu moins le ballon, mais quand ils ont eu des situations, ils les ont tués. Et c'est ça le foot de haut niveau, les amis. C'est ça. T'as beau avoir la possession, si tu convertis pas, si tu n'as pas ce tueur dans la surface, tu perds. Et ça me ramène à un sujet qui me tient à cœur depuis un moment. Le problème du numéro 9. Le Sénégal n'a pas de vrai numéro 9 en ce moment. Nicolas Jackson, oui, il travaille, il décroche, il fait des appels, il donne et il recombine. Mais j'ai besoin d'un attaquant qui soit capable de sentir le but, d'un attaquant qui transforme une demi-occasion, d'un attaquant qui, quand ça arrive à 1-1 dans un grand match, il ne tremble pas. Nicolas Jackson ce soir, il a été présent dans le jeu, mais il n'a pas été ce finisseur-là. Et ça nous manque. Ça nous manque vraiment. Ibrahim Ba, par contre. Les amis, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce gamin démarre sur le banc? Parce que chaque fois qu'il rentre, il dynamise le jeu. Chaque fois qu'il rentre, il crée quelque chose. Ce soir, en fin de match, il était sur le terrain, il cherchait le ballon, il se projetait à gauche alors qu'il est à droite, il voulait tenter sa chance. Il y avait de l'envie, il y avait du désir. Et moi, j'étais là à crier devant mon écran, donnez-lui le ballon, s'il vous plaît, donnez-lui le ballon. Parce que ce garçon, quand il a le ballon dans les pieds, il essaie quelque chose. Il ne subit pas, il essaie. Et dans cette équipe-là, en ce moment, on a besoin de joueurs qui essayent. Mentons pas. Si j'étais sélectionneur ce soir, Ibrahim Ba commence le prochain match. Point. Maintenant, parlons de ce dont tout le monde parle aussi en dehors du terrain. Parce que depuis le début de cette Coupe du Monde, il y a des bruits qui circulent. Des histoires d'hôtels, de conditions de préparation compliquées, de repas commandés à l'extérieur parce que la restauration de la délégation ne convenait pas, des rumeurs sur le salaire du staff. Le coach qui aurait eu des problèmes de paiement. Tout ça a été apparemment réglé. Soit. Mais vous voyez ce que je veux dire? Quand tu as tout ça autour d'une sélection qui doit se concentrer sur le plus grand tournoi du monde, quand tu as tout ce bruit extra-sportif, comment tu veux que les joueurs soient sereins? Comment tu veux que Koulibaly rentre sur le terrain avec la tête libre? Comment tu veux que tes milieux de terrain donnent 100% quand il y a tout ce désordre autour? Regardez les Norvégiens. La veille du match, des images circulaient, ils se promenaient tranquillement dans les rues de New York, détendus, sereins. Et le lendemain, ils arrivent et ils te font un match propre, organisé, efficace. Voilà la différence entre une sélection qui vit bien son mondial et une sélection qui le subit. Et ça, c'est pas que les joueurs. C'est la fédération. C'est l'organisation. C'est tout l'environnement. Alors voilà où on en est. 2 matchs, 2 défaites, 6 buts encaissés. Il reste le match contre l'Irak. Un match,
où il faudra gagner. Et même avec une victoire, ça ne suffit pas pour se qualifier directement. Il faudra compter sur les résultats des autres, espérer finir parmi les meilleurs troisièmes. C'est là qu'on en est. On n'est plus dans le rêve, on est dans la survie. Et pourtant, je ne veux pas baisser les bras. Je veux pas, parce que ce groupe, quand il est dans un bon jour, quand tout s'aligne, quand Koulibaly est en forme, quand Ghana dicte le tempo, quand Sarr est disponible, quand Bak commence et qu'il dynamise, cette équipe peut battre n'importe qui. Je l'ai cru, je le crois encore. Mais il faut que tout ça s'aligne. Et en ce moment, les astres ne sont pas alignés. Mané, son match a été correct. Il a essayé de créer, il a bossé, il a tenu son rang. Mais même lui ne peut pas faire des miracles si le collectif derrière lui est en difficulté. Le foot, c'est un sport d'équipe, pas un sport de soliste. Pour que le Sénégal se qualifie de ce groupe, pour qu'on passe ce premier tour, il va falloir un miracle d'organisation, de concentration et peut être un peu de luck aussi. Parce que oui, parfois dans le foot, il faut un coup du destin. Mais les coups du destin, ils sourient aux équipes qui bossent, qui se préparent, qui sont soudées. Et là, ce soir, on n'a pas vu cette équipe soudée. On a vu des individualités qui essayaient de s'en sortir, chacune de leur côté, sans vrai fil conducteur. Allez les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous ce soir. C'est amer, c'est frustrant, c'est décevant. Mais on reste debout, on reste ensemble et on attend le match contre l'Irak avec l'espoir que les Lions se réveillent enfin. Parce que le monde attend de voir le vrai Sénégal, pas celui de ce soir. Le vrai, si vous avez aimé cette analyse, si vous avez apprécié qu'on aille au fond des choses, lâchez le pouce bleu les amis. Ça prend 2 secondes et ça fait vraiment la différence pour la chaîne. Et en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pensez que Koulibaly méritait plus de protection? Vous pensez que le sélectionneur aurait dû faire des choix différents? Je veux vous lire, je veux vous répondre comme d'habitude. Pour ceux qui découvrent la chaîne ce soir, ici on décortique le football comme ça, sans langue de bois, sans complaisance, avec le cœur. Abonnez-vous pour ne rien rater de la suite parce qu'on sera là match après match jusqu'au bout de cette Coupe du Monde.